Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée aux réseaux sociaux et plus précisément à la place qu'ils occupent dans la formation et dans le travail des professionnels de santé. Alors si l'interjection « attention » a pour but de nous alerter sur les risques que peuvent générer ces nouveaux usages, elle nous invite aussi à être attentifs, à prêter attention, à considérer les réseaux sociaux non pas seulement comme une menace, mais aussi comme une opportunité. C'est dans ce juste milieu que nous allons nous efforcer de nous situer pendant l'heure que nous allons passer ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir Marine Do, Pierrick Faustier et Marilyn Legge, que je laisserai se présenter plus précisément lors de leurs interventions et que je remercie pour leur participation. Alors, quelques mots très rapides pour préciser l'organisation qui sera la nôtre. Après une brève introduction que je prendrai en charge, je suis enseignant-chercheur à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Donc, après cette introduction, je donnerai la parole à chacun des trois intervenants pour un temps de 5 minutes. Puis nous ouvrirons le débat, d'abord à l'intérieur de la table ronde, et puis nous l'élargirons à la salle. Ceux d'entre vous qui le souhaitent pourront poser des questions ou faire état de leur point de vue sur cette question des réseaux sociaux. Alors, parmi les 5 axiomes de la communication que l'on doit à Václavic, le premier est célèbre. Vous le connaissez, on ne peut pas ne pas communiquer. Václavic entendait par là que dans l'espèce humaine, tout comportement, fût-il anodin, cherche à être interprété. Si votre conjoint se lève avec un sourire, vous y verrez un message à votre intention et vous chercherez à le décrypter. Mais la formule « on ne peut pas ne pas communiquer » pourrait aussi désigner cette pulsion presque incontrôlable qui fait que nous, humains, avons besoin d'entrer en relation avec autrui. Peut-être avez-vous vu cet été sur les écrans autoroutiers ce message surprenant « Au volant, chantez, ne tweetez pas ». Pulsion, disais-je, qui fait qu'au mépris de toute sécurité, un conducteur peut rédiger un tweet 140 caractères alors qu'il est lancé à 130 km/h entre Saint-Flour et Issoire. Les noms de communes sont anecdotiques. Les nouvelles technologies n'ont pas créé la pulsion. Elles en ont rendu possible l'expression à tout moment en lui donnant une envergure toute nouvelle sur au moins 2 plans. L'importance de la diffusion et la pérennité des traces. Je m'explique. La confidence que vous faisiez à votre collègue de bureau ou à votre cercle d'amis peut aujourd'hui, en un clic, atteindre des milliers de destinataires, dont certains vous sont inconnus. À la labilité de la parole, verba volant, a succédé la mémoire éléphantesque du web qui archive dans ses big data chacun de vos messages. Car ce qu'on disait autrefois de vive voix, ces paroles qui s'évaporaient aussitôt prononcées, on les poste à présent sur Facebook sans mesurer toujours ce que cela change. Qui ne connaît dans son réseau un ou une amie qui vous informe en temps réel de son transit intestinal, de sa consommation de mojito, sans qu'il ou elle se souvienne qu'elle a dans la liste de ses amis, Facebook, son N+1, et sans qu'elle mesure le fait que la même photo prise à 25 ans peut-être sera beaucoup moins agréable 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard. D'autant que le droit à l'oubli, je pense qu'on en parlera dans la table ronde, le droit à l'oubli et sa charte sympathique pèsent très peu face à des géants dont les serveurs se trouvent hors de portée de nos recours légaux. Les choses se compliquent encore quand ce ne sont pas seulement des informations privées que l'on diffuse, mais que la vie professionnelle devient un sujet de conversation numérique plus ou moins privé. Et d'ailleurs, ce terme même de privé a-t-il encore une signification lorsqu'on parle de réseaux sociaux comme Facebook? Alors, et j'en finirai là, les professions de santé n'ont pas attendu 2017 pour se préoccuper de l'impact des réseaux sociaux sur leurs pratiques. En 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins
publiait un livre blanc consacré à la déontologie médicale sur le web. Évoquant les réseaux sociaux, le livre blanc indiquait à la page 22, je cite, « Un médecin doit refuser toute sollicitation de patients désireux de faire partie de ses relations en ligne, c'est-à-dire être ami au sens de Facebook. » Je continue de citer, « Cette proximité virtuelle comporte en effet le risque de compromettre la qualité de la relation patient-médecin qui doit rester celle de l'empathie et de la neutralité des affects. Les médecins et étudiants en médecine doivent se montrer vigilants sur l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes en ligne, leur e-réputation, et ne pas négliger l'influence que cette image peut avoir sur leur propre activité professionnelle, comme sur la perception du corps médical dans son ensemble par les patients et sur la confiance que ces derniers lui témoignent. » Fin de citation. Le guide des bonnes pratiques, édité par le Centre hospitalier de Pontoise, s'avère lui aussi extrêmement précieux pour notre réflexion, reconnaissant ce que l'appartenance à un réseau social peut apporter pour un professionnel. Je cite, « L'écriture d'un blog ou d'un journal intime peut soulager les auteurs d'une charge émotionnelle trop importante. À chaud, la conversation avec les internautes peut être comparée à l'expression d'un groupe de parole. » Alors, les réseaux sociaux, risques ou opportunités, quelle place doit-on leur faire dans les pratiques médicales ou paramédicales? Comment préparer les professionnels de demain à agir avec discernement face à des usages qui font partie de leur vie? Quelle sécurité l'institution doit-elle mettre en place pour se protéger et pour protéger les patients? Je laisse la parole à nos intervenants qui vont nous faire part de leur point de vue et de leurs expériences. Je donne la parole au docteur Faustier pour commencer. Alors, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir participer à cette table ronde. Je suis médecin généraliste, je suis également médecin humanitaire. Je suis enseignant en médecine et je travaille aux facultés de médecine au département de développement professionnel continu. La raison pour laquelle j'ai été invité est sans doute le fait que je travaille depuis plusieurs années dans un groupe de recherche et d'enseignement sur la communication médecin-patient. Donc on a fait pas mal de publications. Et mon domaine, un de mes domaines de prédilection est l'influence d'Internet sur la communication médecin-patient. Ensuite, je fais partie d'un tout nouveau groupe créé par Santé publique France qui s'appelle le Comité d'orientation et de dialogue avec la société et qui permet de faire le lien entre Santé publique France et la population. Alors, les réseaux sociaux, attention. Pourquoi attention? On a devant nous là un public qui est un public un peu plus âgé et peut-être moins bien formé aux réseaux sociaux qui nous sont arrivés différemment que pour les jeunes, qui savent peut-être mieux les manier que nous. Pourquoi attention? Parce que lorsqu'on parle de réseaux sociaux, on parle d'Internet. Et Internet, le web, automatiquement, c'est public. Tout ce qui est mis sur Internet est vu par tout le monde. Il y a des moyens de protéger ce qu'on va mettre, mais il faut bien s'imaginer qu'à partir du moment où vous mettez un texte, vous mettez une photo, ça part quelque part, c'est vu par beaucoup de gens. Et le fait de publier sur Internet, c'est un peu comme si vous passiez à la radio. Vous allez être entendu par des millions de gens. Ensuite, ce que vous avez mis sur Internet va rester quelque part. Monsieur Zuckerberg a 1 milliard d'abonnés dans le monde sur Facebook et 35% des Français, donc plus d'un Français sur 3, est sur Facebook. Donc Monsieur Zuckerberg détient des données qu'aucun pays dictateur n'a jamais pensé pouvoir détenir. Et donc il peut en faire ce qu'il veut. Je ne dis pas qu'il en fait ce qu'il veut, mais il peut en faire ce qu'il veut. Ensuite, il faut aussi avoir à l'esprit qu'on ne peut pas arrêter le développement technologique et le progrès.
tant mieux, mais il faut pouvoir le contrôler. Et dans le domaine de l'Internet et du réseau social, il y a plein d'avantages indéniables, mais il y a aussi plein d'inconvénients qu'il faut pouvoir maîtriser. Je vous ai dit 35% des Français sont sur Facebook, ce qui est énorme, et il n'y a pas que les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est quoi ? Il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux plus du domaine public, vous les connaissez, notamment le plus connu, c'est Facebook, et un autre qui est très connu, c'est Twitter. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui sont plutôt professionnels, et on va en parler, comme le plus connu, qui est LinkedIn, qui permet de communiquer dans un réseau social de votre profession. Il y a des réseaux sociaux professionnels, là on est dans le domaine médical, il y a des réseaux sociaux professionnels qui sont plus ciblés médecins. Donc vous aurez des réseaux uniquement de médecins, j'essaierai de vous en toucher un mot ensuite. Et puis il y a ce qu'on ne pense pas être des réseaux sociaux et qui le sont quand même, comme YouTube, les films que vous allez mettre sur YouTube. Et puis les forums. Vous avez sur beaucoup de pages d'Internet des forums qui permettent au public d'intervenir. Et dans le domaine médical, un des plus connus, c'est Doctissimo. Et donc voilà, on est maintenant dans la médecine. Je suis médecin, j'ai des patients, j'ai un profil sur un réseau social. Et inévitablement, mes patients vont aller me chercher. Un jour ou l'autre, mes patients vont aller me chercher sur les réseaux sociaux, vont taper mon nom, mon prénom, voire même mon adresse Internet s'ils l'ont, et ils vont me trouver. Et si mon réseau social est protégé, ils vont essayer de rentrer dedans. Et l'exemple plus connu, c'est Facebook. Si je ne protège pas mon profil Facebook, mes patients vont voir mes photos, ma famille, ma vie, mes vacances, pour autant que je les publie sur Facebook. Et ça ne rate pas, les patients vous demandent d'être amis. Donc faut-il accepter, faut-il refuser ? Je pense que ça va être un des sujets de discussion après avec vous. Twitter, c'est encore plus compliqué. Twitter vous permet de réagir sur n'importe quoi. Mais Twitter est entièrement public, on ne le protège pas. C'est-à-dire que n'importe qui peut mettre n'importe quoi. On peut même usurper mon identité, c'est-à-dire mettre des informations à mon nom. Et si je ne vais pas fréquemment sur Internet pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité, ben ça peut être tout à fait possible. Un médecin vient d'être condamné. Il avait mis sur Twitter des propos un peu désobligeants sur un de ses patients homosexuels. On ne pouvait pas reconnaître le patient en tant que tel, le patient aurait pu se reconnaître, mais par contre, comme c'est entièrement public, ce médecin a été très très vite identifié par des associations de défense des droits de l'homme et il vient d'être condamné, c'est tout à fait récent, à 1 mois de suspension d'exercer pour propos désobligeants sur le net. Un infirmier de Toulon est en conflit avec son associé. Il n'a lui-même pas de compte Facebook, mais son associé a un compte Facebook sur lequel il autorise les patients de l'association à venir. Et comme il était en conflit avec l'infirmier, il a mis sur Facebook des photos de celui-ci en compagnie de sa maîtresse lors d'un congrès. Or, sa propre femme a un compte Facebook. Donc vous voyez que cela va évidemment nuire à la réputation de cet infirmier, puisque tous les patients vont avoir accès à sa vie privée. Et si c'est dans un petit village, en l'occurrence c'était une petite ville, eh bien la femme de cet infirmier peut être très vite au courant. Alors ensuite, et je vais laisser la parole tout de suite aux autres, il est, comme je vous disais, possible de contrôler son e-réputation. Donc il y a des sites qui vous permettent d'aller chercher le nombre de fois où on vous cherche sur Internet, le nombre de fois où on a usurpé votre identité,
Donc il y a moyen de contrôler. Mais il y a des choses qui sont incontrôlables. Je voulais revenir sur une chose qui est importante, parce qu'on parle de Facebook, les pages privées qu'on peut limiter, dont on peut limiter l'accès, mais il y a ce qu'on appelle les pages. Donc vous créez une page, par exemple une association. Là, c'est incontrôlable. Vous n'avez pas d'amis dessus, vous n'avez que des likes, ce qu'on appelle des likes, donc j'aime. Et là, vous ne pouvez plus contrôler ce que les gens vont mettre dessus. A fortiori, prenons par exemple François Hollande. François Hollande crée sa page Facebook ou sa page Twitter. Il va avoir 1 million de commentaires, c'est incontrôlable. Il ne peut pas modérer sa page. C'est la même chose pour un médecin. Alors, moi, si je mets une page, je ne vais pas avoir 1 million de commentaires, mais il va falloir que j'apprenne tous les jours à aller modérer ma page. Donc, un médecin peut-il créer sa page Facebook? Donc voilà, je vous ai mis un petit peu comme ça, dans le désordre, l'état de la situation, et puis maintenant, après, on va pouvoir peut-être progresser dans la discussion. Merci pour votre intervention qui à la fois nous apporte des informations et commence à tracer des questions sur lesquelles on reviendra et peut-être sur lesquelles on échangera avec la salle. Je donne la parole tout de suite à Marine Do. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Marine Do, je suis docteur en sciences de l'éducation et rattachée à l'Université de Toulouse. Et à la fois, je suis cadre de santé formatrice et rattachée à l'institution de formation dans le Lot-et-Garonne. Donc, moi, ma participation ici va être surtout par rapport à la formation et au public d'étudiants infirmiers que nous avons. Et comme vous pouvez le penser, c'est un public très jeune. Lui, par contre, 85-90% du public que nous avons dans nos formations sont des jeunes qui sont constamment connectés, notamment à Facebook. Donc, moi, je vais avoir ce regard plutôt de vous apporter des exemples de ce que ça nous pose en tant que formateur, mais aussi parce que comme c'est une formation professionnelle, ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qui peut être problématique par rapport aux données qu'ils mettent sur leur page Facebook. Donc en fait, ce qui a évolué dans cette profession de formateur, c'est le public. Et c'est vrai que quand on a ce public maintenant d'étudiants toujours connectés pendant les cours, ça devient très très compliqué à gérer par rapport à toutes les informations qui circulent, même pendant nos cours. Donc ce que nous, on a pu constater, c'est qu'ils peuvent faire des commentaires. On a eu le cas d'étudiants qui font des commentaires très malveillants sur les professeurs que nous sommes. Et ça apporte vraiment après des soucis par rapport au fait qu'ils ne veulent pas être suivis par tel ou tel formateur parce que il y a eu des commentaires malveillants, comme quoi il n'était pas accompagnant, comme quoi il n'était pas bienveillant avec les étudiants, ce qui est souvent très faux, parce que souvent les étudiants sont dans l'émotionnel d'une évaluation qui n'est pas à leur profit positif et qui fait que finalement derrière, ils vont le dénigrer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui pose problème finalement après dans l'accompagnement de nos étudiants. Mais nous, on n'a pas accès à ces données. C'est souvent au décours de conversation avec les étudiants qu'on apprend que finalement il y a eu ce genre de commentaires sur les pages, puisque la plupart des formateurs en IFSI, on va dire, sont plutôt d'une génération plus âgée et n'ont pas forcément cette idée que Facebook peut être un danger par rapport à tout ce qui peut être véhiculé sur eux, sur les pages Facebook. Ça, c'est un souci parce que je pense que les formateurs ne sont pas encore saisis de tout ce qui pourrait être finalement pédagogique et critique si on amenait les étudiants à être plus critiques sur ce qui est vécu, sur ce qu'ils mettent sur leur page Facebook. Donc après, par rapport à la profession qu'ils ont choisi d'être, nous, on a un gros souci en tant que formateurs par rapport aux données qu'ils mettent sur Facebook, et notamment, il y a eu 2 cas récemment, il y a quelques années. Un étudiant avait fait des photos lors de son stage d'un patient, des plaies d'un patient,
Et il avait posté ça sur Facebook et il avait commenté. Alors il avait commenté d'un point de vue émotionnel sur le dégoût que ça lui avait apporté. Voilà. Alors le patient n'était pas forcément reconnaissable, mais il était dans une chambre avec tous ces éléments personnels qui pouvaient être reconnus. Lui pouvait se reconnaître. Donc cet étudiant-là, il s'en est vanté parce qu'il n'avait pas conscience que ce qu'il avait fait était éthiquement pas acceptable, mais surtout que ça pouvait avoir une portée autre par rapport à ces données qui étaient sur Facebook et donc après qui n'étaient pas contrôlables. Donc nous, on a peu de moyens en formation pour leur faire prendre conscience de cela. Cet étudiant est passé en conseil de discipline, mais ça a amené un débat. Mais est-ce que derrière, les étudiants ont réellement compris le danger que représentait finalement toute cette facilité qu'ils ont de mettre des photos sur Facebook? On n'en est pas sûr. Ensuite, un autre exemple, c'est par rapport aux données cliniques des patients. Quand ils sont en formation, on leur demande systématiquement, quand ils sont en stage, de faire des analyses cliniques de patients qu'ils prennent en charge. Et là, c'est pareil, ce sont des données qui se retrouvent aussi parfois sur Facebook parce qu'ils s'échangent, c'est ce qu'on appelle plus communément dans notre jargon professionnel de formateurs, les démarches de soins. Ce sont des éléments qui se retrouvent parce qu'ils les échangent. Pour s'aider entre eux, c'est pas forcément malveillant. Mais en attendant, ils n'anonymisent pas forcément toutes leurs données cliniques qu'ils mettent sur. Alors, on avait déjà ce souci quand c'était sur papier, et nous, on abordait vraiment ce côté de respect de la vie personnelle des patients, parce qu'on voyait bien que sur leur document papier, ils mettaient le nom du patient, l'adresse du patient, parce que ce sont des données qu'on leur demande d'avoir, mais il y avait toute la vie du patient aussi, puisqu'on leur demande de faire une historique de l'histoire de vie du patient. Mais maintenant, ces données-là peuvent se retrouver sur Facebook quand ils s'échangent les données pour s'aider. Voilà. Donc ça, ce sont deux exemples assez parlants de auquel on est confronté. Ensuite, lors des stages, on est moins souvent sur les lieux de stage, peut-être que ma collègue après pourra en parler, mais ils ont toujours leur téléphone portable connecté et on ne sait pas du tout ce qu'ils en font en fait. Ils peuvent très bien s'en servir au quotidien, même quand ils sont en stage. Ce sont des jeunes qui ont du mal à déconnecter. Ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et ensuite, ce dont a parlé le médecin tout à l'heure, c'est vrai qu'ils mettent aussi des photos, et ça, on a aussi ce souci-là en tant que formateur, d'étudiants complètement dénigrés sur Facebook à partir de photos qu'ils mettent de leur fête, qui sont souvent très très alcoolisés, et des étudiants complètement déprimés de voir comment après, avec un peu de recul, ils voient que ces photos-là sont sur Facebook alors qu'eux ne l'ont pas spécialement voulu. On a eu aussi à avoir des accompagnements d'étudiants en pleurs vis-à-vis de ces photos. Voilà, donc voilà, mon témoignage est surtout par rapport à ces éléments-là. Après, je pense que les formateurs pourraient se saisir de ces réseaux sociaux, notamment Facebook, et s'en servir peut-être pédagogiquement pour amener les étudiants à être critiques. Et voilà, je pense que si la population de formateurs s'en saisissait, peut-être qu'on pourrait amener à avoir des étudiants plus critiques par rapport à ce qu'ils mettent sur Facebook aussi. Voilà. Merci de votre attention. Merci Marine d'avoir porté notre regard. Merci d'avoir porté notre regard sur la formation et d'avoir là aussi rajouté un certain nombre de questions que j'essaye de noter, sur lesquelles on pourra revenir, notamment des questions de formation, au-delà des questions de réglementation. Et je laisse la parole à notre dernière intervenante, Marilyn Legge, qui va aborder un point de vue complémentaire. Bonjour, donc nous allons passer de la formation au terrain. Effectivement, je suis cadre de santé puéricultrice au CHU de Toulouse, à l'hôpital des enfants. J'ai en responsabilité 2 équipes de soins, ce qui représente une 50aine de personnes. Et j'ai d'autres missions transversales à côté, dont l'animation d'ateliers éthiques de façon assez régulière sur le pôle.
Donc pour passer de la formation au terrain, je vais vous faire partager mon expérience de cadre de santé, ce que je vis au quotidien avec les équipes et ce que je peux en observer. Toutes les équipes aujourd'hui ont leur réseau social, ont leur groupe virtuel. Alors c'est une démarche individuelle, personnelle, qui est relative à la liberté d'expression, la liberté de chacun. Chaque individu peut intégrer le réseau social qu'il souhaite. Donc tous sont intégrés dans ces groupes virtuels. Et nous, en tant que cadre de santé, on n'a pas la main sur ces réseaux sociaux, puisqu'on reste pour l'instant dans la sphère privée. Alors le seul aspect positif que je vois pour l'instant, je changerai peut-être d'avis au fil des années ou à l'issue de cette table ronde, je ne sais pas. Mais pour l'instant, le seul aspect positif que je vois à l'instauration de ces groupes sociaux virtuels, c'est que ça peut peut-être renforcer, ça peut certainement renforcer la cohésion d'équipe. Une cohésion qui se crée par un canal différent de celui du management classique physique dans le service. Pourquoi pas ? Le problème se pose quand on retrouve sur ces réseaux sociaux soi-disant privés des données, comme on l'a évoqué, professionnelles, c'est-à-dire des informations sur les patients par exemple. Diffuser des informations sur une situation de soins, un patient fait référence au secret médical, au secret professionnel. Diffuser un compte-rendu de réunion, un planning, une critique sur une organisation au sein d'un service fait référence là, on n'est pas dans le cadre juridique, mais on est dans le cadre de règles professionnelles instaurées au sein de notre communauté, on fait référence à la discrétion professionnelle. Ensuite, quand on diffuse des propos diffamatoires sur un service ou sur un établissement, comme j'ai vu putain de service fermé, écrit texto, là, c'est un peu plus grave, on est passible de sanctions pénales, comme M. Fostier l'a évoqué. Donc là, il y a risque, il y a danger pour les patients, pour les professionnels. Il faut tout de même en avertir les étudiants et les professionnels de terrain qui travaillent dans nos services. Un autre risque que j'ai pu identifier, c'est qu'il existe du coup avec ces réseaux sociaux une permanence de la discussion professionnelle en dehors de la sphère physique, en dehors du service. C'est-à-dire qu'on sort du service et puis le soir, on discute encore sur le réseau de ce qu'on a vécu dans la journée. Il y a un risque psychosocial important. Déjà que dans nos métiers, dans le métier de la santé, le risque psychosocial est important et il est bien identifié, on essaie de mettre en place des mesures de prévention. Là, avec ces réseaux sociaux, pour moi, il est majoré. Il est majoré, risque de burn-out, d'autant plus que dans nos métiers, on est confronté à des situations difficiles, la maladie, la mort, la sensibilité et l'émotion sont mises à rude épreuve. Il faut absolument, à mon sens, arriver à se protéger et donc... c'est une pratique qui n'aide pas à mettre les barrières entre vie professionnelle et vie privée qui, je pense quand même, surtout dans nos métiers, est nécessaire. Voilà. Ensuite, un autre point que je souhaiterais aborder, et on l'a vu aussi, c'est que quand les patients sollicitent les professionnels pour intégrer leur réseau social. Ça s'est déjà produit au sein de mon service. Alors là, on se retrouve face à des professionnels qui savent très bien se positionner. Il y en a beaucoup qui acceptent, il y en a d'autres qui refusent, mais il y en a aussi, notamment des jeunes, qui ne savent pas se positionner face à cette demande et qui n'osent pas refuser parce qu'ils ne veulent pas froisser le patient, mais qui ne veulent pas accepter parce qu'ils n'ont pas envie non plus que ça interfère trop dans leur vie privée. Et là, c'est vrai que le professionnel exprime un malaise et ça c'est voilà. J'ai eu le cas il y a quelque temps d'une professionnelle qui est venue me voir, qui ne savait pas comment répondre à cette demande. Moi, je lui ai déconseillé d'accepter le patient en ami. Je pense qu'elle ne l'a pas fait, mais c'est vrai qu'elle était pas très très bien. Elle n'était pas vis-à-vis du patient, ça l'a mise dans une situation inconfortable. Voilà. Donc là, j'ai
Je vous ai apporté quelques éléments de réflexion issus purement de mon expérience et de situations vécues. Mis à part le secret professionnel, tous ces points, je les ai vécus avec mes équipes. J'essaye de les aborder et c'est difficile en tant que cadre de santé de réguler ce phénomène parce que ces réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés font partie de la sphère privée des gens, donc on n'y est pas, on n'est pas censé intervenir, on n'a pas de main dessus, mais quand il y a des données professionnelles qui circulent, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et il faut quand même agir. Et pour moi, il faut agir sur le mode de la prévention, en faisant des informations régulières sur les dangers, sur les risques. Voilà, en réunion de service, par exemple. Voilà, en faisant agir en tant que cadre sur le mode de la prévention. Voilà. Merci Marilyn. Merci beaucoup pour ton intervention. Nous allons passer, je le reprécise pour ceux qui nous rejoignent, dans le deuxième temps de notre table ronde qui consiste à échanger d'abord entre nous, puis à ouvrir à l'auditoire qui, je pense, doit avoir beaucoup de questions et réactions. Donc on va être, nous, assez rapide. Juste peut-être pointer un certain nombre de questions qui ont émergé, alors, qui sont des propositions de prise de parole, mais vous pourrez aussi vous écarter du chemin que je trace. Ce qui a été dit, c'est qu'on ne peut pas empêcher ce développement. Ça a été pointé à plusieurs reprises. Et la question qui se pose, c'est celle du contrôle, et non pas celle de l'évitement. Des questions aussi qui relèvent de la délibération éthique face à un patient. Voilà, faut-il accepter d'être ami ? On voit les conflits qui peuvent être générés par ce type de demande. Une question quand même qui émerge aussi autour de l'importance que les réseaux occupent aujourd'hui dans les modes de reconnaissance sociale. On existe aussi parce qu'on existe via les réseaux. Est-ce qu'au fond, quand on est professionnel de santé, on doit faire le deuil de cette partie importante de notre reconnaissance sociale? Est-ce qu'un professionnel de santé doit être dans l'oblation, doit dire « ben non, moi finalement, je suis professionnel de santé, je ne peux pas avoir de Facebook privé », une vraie question aussi. Les enjeux pédagogiques ont été évoqués, mais qui peut-être devrait remonter bien avant la formation des professionnels, que ce soit bien avant l'université de médecine ou les instituts de formation professionnelle. L'EMC, l'enseignement moral civique, qui prend place au lycée, eh bien, commence à sensibiliser les jeunes aux risques des réseaux sociaux, et on sait que dans certains cas de harcèlement, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Donc est-ce qu'il devrait y avoir une formation pensée de façon plus soutenue qui commencerait peut-être dès l'école élémentaire? On se pose aussi la question, ça transparaissait, des outils eux-mêmes, des smartphones, le mien n'est pas très loin, j'imagine que le vôtre est dans votre poche ou pas très loin non plus. Des médecins anesthésistes avec qui je travaillais me confiaient que dans le cadre de leur travail, dans la journée, ils utilisaient leur propre smartphone pour communiquer, pour rechercher des informations, parce que les pare-feux qui sont mis en place, eh bien, vous empêchent d'utiliser aisément les outils de l'institution. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui est très très difficile à contrôler. Un dernier point, et je suis bien en dessous de la richesse des interventions, mais l'aspect qui me semble important aussi, c'est celui des risques psychosociaux qui a été évoqué par Marilyn, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un danger réel aussi pour la santé des professionnels qui n'ont plus ce temps de récupération nécessaire, de coupure avec le travail, et qui continuent le soir très tard à être sur les réseaux sociaux. Je m'arrête là pour laisser nos intervenants réintervenir à nouveau sur des points qui vous paraissent importants. Bon, Dominique l'a dit aujourd'hui, et c'est vrai, on n'existe pas, et c'est réel, on n'existe pas si on ne communique pas. Et aujourd'hui, pour communiquer, ce sont les réseaux sociaux. Donc si on ne va pas sur les réseaux sociaux, on n'existe pas. Alors un médecin est un homme comme un autre et il veut avoir un compte Facebook privé qui va échanger, il va prendre comme amis ses amis proches, sa famille, etc. Pourquoi pas ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des patients vont très très vite l'identifier, vont vouloir rentrer dans son groupe d'amis. Faut-il accepter ? À mon sens, non. Mais d'une autre manière, j'ai un compte privé, je sais que mes patients en ont. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'aller
épier aussi la vie de mes patients pour mieux les connaître. Et s'ils n'ont pas bien contrôlé leur page, eh bien j'aurai peut-être un accès très facile à leurs photos, leur vie, leurs vacances, leur vie sexuelle, etc. Donc ça va dans les deux sens. Ça, c'est en ce qui concerne les réseaux privés, non professionnels. En ce qui concerne les réseaux professionnels, il y a Twitter. Twitter, c'est pour se mettre en relation avec une communauté qui fait le même travail que vous pour élargir votre domaine et exister dans votre profession, alors pour chercher de l'emploi, pour communiquer dans vos recherches. Je dis Twitter, c'est LinkedIn, pardon. LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Et là aussi, vous aurez des patients qui vont vouloir être sur votre réseau LinkedIn. Faut-il accepter? Non, puisqu'ils ne font pas partie de votre réseau professionnel. Je ne vais pas prendre un artisan ou un ingénieur si je n'ai aucun intérêt dans mon réseau professionnel à ce qu'il soit sur mon profil LinkedIn. Donc la réponse est non. Twitter, réseau public, est-ce que moi, en tant que docteur Faustier, je peux aller mettre quelque chose sur Twitter? Oui, mais j'ai intérêt à me protéger et à le faire avec un pseudo. N'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut me retrouver, même si j'ai un pseudo, on peut me retrouver avec mon adresse Internet. Donc j'ai mis un profil Facebook avec un pseudo, mais j'ai gardé mon adresse Internet que mes patients connaissent. Ils peuvent aller me retrouver. Donc là aussi, avoir plusieurs adresses Internet et ne pas communiquer certaines adresses courriels, j'entends, de mail, à ces patients. Donc vous voyez que le problème est large, tout en sachant qu'on ne peut plus passer à côté de cette communication, y compris les médecins. On fait partie de ça. Et dans notre réseau d'enseignants, dans notre réseau de recherche, on n'existe pas si on n'est pas là. Lorsqu'on organise un congrès, eh bien, on se met sur les réseaux sociaux, sinon le congrès, il n'existe pas. Lorsqu'on fait de la recherche, on doit être sur les réseaux sociaux. Actuellement, il y a un Américain qui fait de la recherche sur un effet secondaire d'un médicament utilisé dans le traitement du VIH aux États-Unis. Eh bien, sa recherche, il va sur Twitter et il va rechercher tous les patients qui communiquent sur cet effet secondaire-là. Il a là une source d'information énorme qu'il n'aura jamais. Ça lui demande un travail fou, mais vous voyez que dans son travail de recherche et d'enseignement, il a besoin de Twitter. Donc voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en tant que cadre de terrain, la difficulté est d'agir sur ces réseaux sociaux, enfin, de savoir les choses sans y être directement. Donc c'est par le biais, puisque on n'intègre pas ces groupes d'amis, on n'a pas à y être. Donc comment savoir ce qui s'y passe, comment gérer une équipe sans avoir accès à ce type d'informations. Alors c'est vrai qu'on arrive à avoir ces informations par la relation de confiance et la discussion qu'on peut instaurer avec nos équipes. Et puis dans les équipes, il y a toujours, à un moment donné, une personne de confiance et qui est heurtée dans ses valeurs parce qu'elle a vu marqué, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, marqué sur Facebook au regard d'une organisation propre à un jour donné, putain de service fermé, et qui là se retrouve choqué de l'intervention et qui se dit mais qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais voir ma cadre, est-ce que je garde cette information pour moi mais je ne peux pas parce que c'est trop contre mes valeurs. Bon, la personne fait la démarche de venir nous montrer ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes assez courageuses qui font ça, qui nous disent pas qui c'est, qui nous disent surtout ne me dites pas que je vous l'ai dit, mais je ne peux pas rester avec ça. Heureusement qu'on a des gens comme ça, qui ont suffisamment confiance en nous pour pouvoir savoir ce qui se dit, encore qu'on ne sait pas tout, mais on a régulièrement des alertes comme ça avec ces gens-là.
Et pouvoir ensuite, alors bien sûr qu'on ne va pas citer l'exemple en réunion de service, mais au moins faire une information générale et lancer des messages subliminaux. Voilà, donc on a c'est comme ça que je le pratique. Après, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la sphère privée, mais moi, pareil, vis-à-vis de mes valeurs et des règles professionnelles qu'il faut quand même faire respecter. Et puis pour les gens, pour les patients, on ne peut pas ne pas agir. Donc c'est compliqué pour l'instant, c'est pas légiféré. Il faut arriver à trouver des moyens. Bon, voilà, on fait comme on peut. Et ensuite, je voudrais revenir sur le risque psychosocial. Ça, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde, qui me préoccupe beaucoup. Hein. Déjà, on est au sein de l'hôpital, on est mis à rude épreuve. Donc, la permanence de la discussion dans la sphère privée, pour moi, majore le risque psychosocial. Alors, quand on discute avec nos équipes, hein, heureusement qu'il y a cet échange, cette discussion, à la fois, ils ont besoin de cette discussion-là, parce que quand il y a, bon, je vais parler de choses difficiles, mais quand il y a un décès dans un service, j'ai travaillé en hémato-oncologie pédiatrique il y a quelques années de ça. Bon, c'est un service un petit peu difficile. Quand il y a un décès, on met en place des débriefings, on met en place des mesures institutionnelles au sein du service physiquement pour pouvoir pour faire de la régulation psychologique. Voilà, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Mais en parallèle, il y a quand même toujours cette discussion sur un groupe virtuel qui se fait en parallèle. Alors on se demande toujours, mais est-ce qu'on ne fait pas assez? Est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est vraiment la question à se poser? Je ne sais pas, parce qu'au final, c'est un circuit qui marche en parallèle d'une autre, enfin du management classique. Bon, ça fonctionne comme ça. Mais c'est vrai qu'en discutant avec les professionnels et en leur disant « Attention, videz-vous la tête », après, il y a des façons de faire passer les messages aussi, mais enfin voilà, faites attention, essayez de bien séparer votre vie professionnelle de votre vie privée, surtout avec les jeunes qui débutent leur carrière dans des milieux difficiles. Hein. Vous avez une longue carrière à assurer, attention, protégez-vous. Bon, mais, on les prévient, mais à la fois, ils en ont besoin. Et ils ont besoin de cette communication-là, mais je pense que ça peut être délétère pour eux et le risque psychosocial est quand même très important à prendre en compte. Oui, moi je voudrais juste réagir par rapport à l'aspect pédagogique, c'est-à-dire que de mon expérience, les jeunes ne nous écoutent pas. En fait, je pense que c'est aussi parce que nous n'utilisons pas Facebook comme ils l'utilisent, et donc ça, ils nous le reprochent quelque part. Et donc, nos messages ne sont pas entendus. En fait, voilà, quand on leur dit faites attention à ci, à ça, ils ne le voient que comme quelque chose d'interdit et pas comme quelque chose de préventif. Et moi, je pense que si on commençait à nous utiliser pédagogiquement, je dirais, ces réseaux-là, peut-être qu'on arriverait à un équilibre où les jeunes commenceraient à se dire oui, ils ont raison. Parce qu'en fait, ils sont tellement habitués jeunes. Moi, je compare avec mes enfants qui sont de la même génération de ce que j'ai moi appris en formation et qui n'ont pas... Enfin, ils ont des amis, c'est leur journal intime, Facebook. Il y a de tout. Toutes les 10 minutes, ils y sont, ils vont mettre ci, ils vont mettre là. C'est comme s'ils ouvraient leur journal intime. Sauf qu'avant, le journal intime, il restait privé, il restait réellement privé. Et il n'y avait qu'eux qui l'ouvraient. Tandis que là, tout le monde le voit, enfin tous leurs amis, mais ça aussi, ils ne savent pas trop, je ne sais pas s'ils pensent réellement à protéger tous leurs pages Facebook et qu'elles restent suffisamment privées et entre amis. Et donc ça, c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait aussi les amener. Parce qu'en fait, après, si on regarde certaines pages Facebook, on voit quand même que c'est aussi un lieu d'échange, de débat, de discussion. Mais là, c'est tout aussi, il y a de tout. Ils n'ont pas l'esprit critique, ils vont plutôt aller vers l'aspect négatif des choses et ils ne vont pas regarder le côté positif. Donc là aussi, on pourrait aussi l'utiliser pour instaurer des débats beaucoup plus critiques et beaucoup plus équilibrés aussi. Moi, je pense qu'on a un travail à faire vers tous ces jeunes qui ont l'habitude de Facebook pour pouvoir trouver un équilibre d'échange, parce que finalement, ils ne nous écoutent pas. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Avec nos jeunes, on est vraiment has-been, quoi. Donc, peut-être que maintenant, on peut ouvrir, je passe la parole, ouvrir le débat sur ces quelques éléments de discussion et peut-être maintenant ouvrir... parce qu'on va discuter avec vous. Oui,
Et ce que je propose, c'est peut-être d'entendre un certain nombre de réactions de la salle, qui peuvent être des questions, mais aussi des points de vue. Si vous le souhaitez, ce n'est pas une contrainte, mais si vous le souhaitez, présentez-vous. Oui, bonjour, Carole-Jeanne Agro, je suis responsable des affaires juridiques au CHU de Nîmes. Alors, oui, je vous ai écouté avec attention, je comprends bien votre désarroi, Madame la formatrice et Madame la cadre de santé. Moi, je pense que, déjà, la première chose à faire, conseil à donner, parce que moi, c'est vrai que je reçois les plaintes des agents, de toutes sortes de plaintes par rapport à tout ça. Peut-être faire en début d'année une bonne intervention sur les dangers des réseaux sociaux, les risques que ça entraîne si... d'abord les sanctions disciplinaires, je veux dire, tout simplement, il faut quand même leur faire peur un petit peu, un minimum. Et puis au niveau judiciaire, au niveau pénal, donc vous l'avez rappelé. Alors, moi, je peux vous dire que c'est très difficile au niveau excusez-moi. C'est très difficile, par exemple, d'engager une action contre Facebook. On l'a fait, nous, au CHU de Nîmes, suite dénigrement du service des urgences, un jeune patient qui était décédé dans des conditions, bon, voilà, je ne vais pas détailler, mais ils ont dénigré un soi-disant ami sur un pseudonyme, a dénigré totalement le service des urgences, disant incapable, incompétent. On l'a laissé 4 jours dans un couloir. Enfin, vraiment, ça a été, et c'était sur le profil public donc de ce pseudonyme. Alors, on ne pouvait donc pas agir contre ce pseudonyme. On a agi contre Facebook. Ça a été 6 mois de guerre. Je peux vous dire, Facebook, au départ, ils avaient un siège social à Paris. Ils se sont basés maintenant, ils sont en Irlande. Donc, pour les assignants référés, c'est toute une histoire. Et on a quand même réussi à les faire condamner en référé. Ils ont fini par faire enlever ce qui avait été posté sur Facebook. Donc non seulement le premier message contre ce service, mais aussi tous les autres messages, parce qu'après il y avait je sais pas 10 000 réactions sur ça. Donc c'est vrai que sur le plan, ce que je voulais dire, c'est que sur le plan civil pénal, la justice, elle est vraiment elle n'est pas adaptée du tout parce que avoir une décision de justice 6 mois après, ok, on enlève on les condamne à enlever ce message avec des dommages et intérêts, mais bon, pour le mal a été fait. Donc, si vous voulez, on est un peu impuissant. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment agir préventivement, vous, formateurs, en début d'année, et être un peu, voilà, je pense être suffisamment convaincant pour qu'ils ne le fassent pas. On va prendre plusieurs prises de parole, s'il vous plaît. Pardon. Oui, j'ai été un peu choqué. Pardon, Pierre Devallée, je suis chirurgien orthopédiste à Montauban, vieux chirurgien orthopédiste, mais aussi intéressé par tous les problèmes d'éthique depuis très longtemps. Je suis un peu choqué quand vous avez dit, monsieur, troisième en partant de la gauche, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Monsieur Faustier, oui. Le docteur Faustier. Voilà, quand vous avez dit on n'existe pas sans les réseaux sociaux, je voudrais simplement faire remarquer que je pense que vous savez que les créateurs de Facebook, que les créateurs de Google et les cadres de ces techniques interdisent à leurs enfants d'utiliser le système numérique et les écrans pour leur éducation. Ils sont tous dans des écoles, la Waldorf School, qui interdit l'utilisation du numérique dans leurs écoles. Parce qu'ils sont trop conscients des dangers du numérique à ce propos. Et je pense qu'il faut faire dans votre propos une différence, d'ailleurs c'est les exemples que vous avez donnés, entre votre activité de chercheur et votre activité d'enseignant éventuellement, enfin d'enseignant entre enseignants, j'entends, de communication entre enseignants. C'est comme que dans les publications, quand on dit « publish or perish », vous connaissez, mais cette expression, de la même que la vôtre, risque d'avoir des effets délétères, parce que vous savez actuellement le nombre
d'erreurs fondamentales et même d'escroqueries scientifiques pour de la publication à tout prix. Alors, je pense qu'il faut, comme médecin, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'utilisation de ces réseaux, comme médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des soins, et les relations patient-médecin doivent échapper à ces technologies, dont le langage, en plus, est parfaitement réducteur. Parce que Twitter, c'est un nombre limité de mots, et c'est une réduction de la pensée. Vous savez que la réduction du langage, c'est bien connu, est aussi une réduction de la pensée. Et ce système laconique est une volonté délibérée d'arrêter de faire penser les gens de plus en plus. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y échapper? C'est une autre question. Mais en tout cas, dire qu'on ne peut pas exister sans les réseaux sociaux numériques, ça me paraît extrêmement dangereux, surtout venant d'un médecin. Peut-être, vu l'interpellation, mais on est là aussi pour ça, on donne un petit temps de réaction au docteur Faustier, et puis on reprend la série des prises de parole. Non, ou alors je me suis mal fait comprendre. Quand je dis on n'existe pas si on n'est pas sur les réseaux sociaux, il est évident que un médecin généraliste isolé n'a pas besoin de se mettre sur les réseaux sociaux pour exister. De même qu'un individu ou un enfant n'a pas besoin de se mettre sur les réseaux sociaux pour exister. Ce que je voulais dire, c'est lorsqu'on veut communiquer, dans un groupe, j'ai cité la recherche, j'ai cité un congrès international. Là, aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'existez pas, parce que c'est comme ça qu'on communique aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je modère mes propos. En tant qu'individu, vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour exister. Quoique, si vous voulez faire partie d'une communauté professionnelle, vous avez intérêt à vous mettre sur LinkedIn. LinkedIn, vous n'avez aucun risque. Ce n'est pas Facebook. Vous mettez votre profil professionnel et vous communiquez avec des gens de votre profession et c'est tout à fait modérable. Donc, on ne peut pas comparer LinkedIn et Facebook. Donc au niveau professionnel, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, et tout dépend de votre profession, ben, effectivement, vous n'existez pas comme les autres, vous ne faites pas partie de la communauté. En tant qu'individu, non, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'exister, de vous mettre sur les réseaux sociaux pour exister. Donc je rejoins votre commentaire. Mais quand même, aujourd'hui, la communication, pour les grands groupes, pour les grandes entreprises, ce sont les réseaux sociaux, il n'y a pas d'autres moyens. Merci. Il nous reste 5-6 minutes. Donc, ce que je propose, il y a différentes prises de parole qu'on vous écoute, puisque c'est le moment, et essayez de réduire, si possible, le temps d'intervention. Merci. Marie-Géraldine Lacor, j'ai fini mon master en médecine translationnelle et je suis en recherche de doctorat en cancérologie. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Madame Docteur Do, par rapport aux réseaux sociaux. En master, nos enseignants nous ont demandé sur Facebook. Pour moi, c'était très intrusif et c'est pas parce qu'ils étaient justement sur les réseaux sociaux que j'étais plus sensible au danger de cela. Par contre, on a eu un module qui nous permettait de connaître et les dangers et les bénéfices des réseaux sociaux. Et là, c'était utile. Et c'est pas parce que l'intervenant aurait été sur les réseaux sociaux que pour moi, on l'aurait plus écouté. Je voulais rebondir sur un autre réseau social dont vous n'avez pas parlé, c'est Snapchat. Ça permet de publier des photos pendant 24 heures. Il faut savoir que les profils sont soit publics, soit privés, qu'on peut avoir des stories qui sont publiques et que quand on tape par exemple hôpital de Rangueil, on va avoir et de la part des professionnels de santé et de la part des patients des photos sur tout et n'importe quoi. Et c'est un danger pour moi qui est même plus dangereux que Facebook à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que via cette application, on peut localiser un patient ou un médecin ou n'importe qui de façon très précise. D'une chambre à l'autre d'un hôpital, on peut savoir exactement où se trouve la personne. Donc je pense que là-dessus, il y a une réelle sensibilisation à faire et pas que sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Bonjour, donc moi j'interviens comme consultant, j'accompagne des hôpitaux un peu partout en France dans la restructuration de leur gouvernance et donc à ce titre j'anime des ateliers avec des chefs de pôle, des cadres, des chefs de service et je suis témoin effectivement de l'émergence de ces préoccupations et ma réflexion se situerait peut-être à un autre niveau, c'est-à-dire l'attitude globale par rapport à ça. Je constate qu'il y a deux types d'attitudes.
une attitude que j'appelle défensive, de repli et de crispation, en disant « oulala, c'est mal, ils ne comprennent rien, ils ne travaillent plus comme nous, ils n'ont plus de valeur, tous ces jeunes ». Ça rejoint les réflexions sur ce qu'on appelle génération Y, où on voit effectivement des choses qui perturbent, mais où on ne voit pas souvent des choses qui sont très positives et qui remettent en question, c'est-à-dire la volonté de travailler sur des projets. Effectivement, il n'y a plus un respect absolu de la hiérarchie, c'est-à-dire si tu es mon chef, il faut que tu me prouves que tu as de la valeur, ce n'est pas parce que tu étais chef. Or, on est dans des hôpitaux qui étaient quand même jusqu'à pas longtemps, avec des infirmières générales, des surveillants chefs, des surveillants, donc on a enlevé la sémantique a bougé, mais on a quand même cette prégnance très forte. Et donc, si on ne fait pas ça, on passe à côté de quelque chose et on est inefficace. Parce que de toute manière, l'horloge biologique joue contre nous. Moi, j'ai 65 ans, donc c'est cuit. C'est mes enfants, mes petits-enfants qui sont avec ça. Donc on peut s'époumoner en disant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ça ne marche pas comme ça. Alors, juste, je voudrais ramener 2 réflexions. Il y a des sociologues qui ont étudié ce qu'on appelle dans les hôpitaux la culture du retrait. Ils ont écrit là-dessus, c'est-à-dire les gens semblent inintéressés. Ils semblent inintéressés, mais à côté de ça, on n'a jamais eu autant de gens inscrits dans des associations, des conseils municipaux, des clubs sportifs, etc. Ça veut dire que quelque part, il faut s'interroger sur le sens du travail. Je crois qu'on a enlevé du sens au travail, on a enlevé de l'intérêt, et tous les acteurs hospitaliers ont cette responsabilité aujourd'hui qui est compliquée, difficile, de ramener des valeurs, mais effectivement, de ne pas rester sur une position, je dirais, doctorale et hiérarchique pure. Je vais donner 2 exemples précis. Je travaillais avec des cadres, ils me disaient un manip radio, voilà, il a une cliché, il doit appeler un radiologue de garde qui n'a pas trop envie de venir. Il prend une photo avec son iPhone et il dit je vais lui envoyer la photo, il est d'accord. Alors là, on lui tombe dessus en disant réseau par sécurité, etc. Mais quand même, il lui a envoyé la photo. L'autre l'a lu, il a décidé. Donc vous voyez, il faut se réinterroger à partir de ça. Et alors, je terminerai en disant, moi, de manière plus générale, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. Dans les écoles, mais je dirais dès les maternelles, il faut avoir une réflexion, non pas un enseignement doctoral descendant, mais une réflexion sur ce que c'est Facebook, sur ce que c'est ces réseaux. Parce que moi, j'ai un petit-fils qui a 6 ans et demi. Il n'a pas d'écran, il n'a rien. Mais je vois bien qu'il attend son tour. Il sait ce que c'est. Et il me dit que dans les grandes classes, il y a une notation des élèves avec, par les réseaux, celui qui est aimé et celui qui n'est pas aimé. Et celui qui n'est pas aimé est mis au banc de la classe. Donc ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Et je pense qu'il faut vraiment mettre ces sujets sur la table, mais de manière, je dirais, complètement ouverte. Alors, malheureusement, le débat est passionnant, mais l'heure tourne. On va prendre une dernière intervention, et je suis désolé auprès de tous ceux qui souhaitaient encore prendre la parole, mais il est très important que nous terminions à l'heure. Donc, la dernière intervention, puis je vous remercierai et je fermerai cette table ronde. Je vais faire rapidement. Donc, je suis psychiatre à Grenoble. Juste une réflexion, parce qu'il y a de nouveaux outils, effectivement, qu'on ne maîtrise pas, nous, les plus anciens, par rapport aux plus jeunes. Mais la question de la distance relationnelle, je crois qu'elle a toujours existé dans les services, madame, lorsque les personnels de base d'une équipe décident d'aller boire l'apéritif ou de faire une soirée ensemble. Il y a toujours eu la question pour les cadres ou pour les médecins de dire est-ce qu'on y va avec ou pas et quelle est la distance relationnelle. Cette ambivalence relationnelle, je crois qu'on l'a tous. Au fond, on souhaite protéger notre vie privée, mais en même temps, on a besoin de relations. J'ai été très frappé de constater qu'une patiente et sa famille me disaient combien ils appréciaient leur médecin généraliste, parce qu'un jour, ils ont été invités pour l'anniversaire du médecin chez lui, et sa femme, qui lui faisait un anniversaire surprise, a fait ceci, c'est-à-dire que le médecin rentre chez lui le soir, sa maison est éteinte, et tiens, il se dit, il n'y a personne. Il rentre dans le salon, il allume la lumière. Son épouse avait invité toute sa patientèle. Et tout le monde était vraiment parfaitement heureux. Ce médecin a été jugé extrêmement humain et compétent. Merci pour ce dernier exemple qui nous ramène à la complexité des métiers qui sont les vôtres, les nôtres, et qui nous invite à rejeter les réponses trop simples. Merci à tous et merci vraiment très chaleureusement aux intervenants de cette table ronde. Merci aussi à l'auditoire. Alors voilà, encore toutes mes excuses pour le temps très court, mais merci pour vos interventions, vos témoignages, vos questions, vos critiques, vos suggestions. Nous vous souhaitons une très bonne fin de matinée.